Bonjour tout le monde et bienvenue à ce séminaire. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter notre présentateur, c'est Pierre Lemay. Donc, Pierre est titulaire d'un baccalauréat en économie et d'une maîtrise en administration publique. Voilà, et il possède plus de 15 ans d'expérience de travail dans les réseaux publics. Donc, il a occupé différents postes de direction et notamment, il était directeur du centre du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, dont il sûrement va parler. Et donc, il a occupé différents postes. Aujourd'hui, il est directeur adjoint de la performance et de la valorisation des données et travaille activement sur la modernisation des systèmes de données et des infrastructures du CIUS. Donc, il a investi beaucoup sur le déploiement d'une culture de la mesure, de l'évaluation et de la gestion de la performance, et surtout en mettant l'accent sur l'amélioration des infrastructures de la gestion des données, et en général du système informatique du CIUS. Donc, Pierre, merci beaucoup. Merci de l'invitation à venir vous présenter, dans le fond, le contexte de données que le CIUS offre et qu'on a ici à l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, Massy m'a présenté. Je vais vous présenter aussi un petit peu notre structure de fonctionnement du CIUS. Je vais vous parler des données et tout ça. Puis, il y aura une portion là aussi pour répondre à des questions. Et puis, si vous avez des questions, if you want to ask your question in English, I can respond in English too, but I will do my presentation in French mainly. Donc, dans le fond, l'objectif de ma présentation aujourd'hui va vous parler de notre direction. Souvent, vous me connaissez plus sur le nom de PerfoCentre, mais vous parler un peu de notre direction, nos rôles, nos différents rôles, gouvernance des données, valorisation des données, l'historique des données à travers le CIUS rapidement, le mouvement des données dans le CIUS, l'utilisation des données, puis évidemment comment vous pouvez l'utiliser pour votre utilisation. Ça marche. Donc, finalement, ben, le processus à suivre pour celui Donc, dans le sud de l'ouest de l'île, les données euh, font partie de la direction qualité, évaluation, performance éthique, donc la DQEPE. Décalage entre les clics. Donc, la DQEPE, donc on relève directement de la direction générale. Donc, on est vraiment positionné stratégiquement pour déployer l'utilisation des données à travers le CIUS, l'utilisation d'indicateurs de performance, d'indicateurs de mesure, d'indicateurs de suivi et d'outils de suivi. Donc, moi, je suis directeur adjoint performance valorisation des données, comme a été présenté, et j'ai souvent toute l'équipe de gestion des données à travers le CIS, autant analyse de programmation et l'équipe du bureau de projet. Donc, on s'inscrit vraiment dans ce cadre-là. Et pour faire le parallèle, c'est aussi la même emplacement. On est situé au niveau ministériel. Donc, on a nos vis-à-vis TQEPE au niveau du ministère qui ont la branche d'analyse de données, d'utilisation de données, intelligence artificielle avec, peut-être vous avez entendu parler, le sous-ministre Kobrinski. Donc, toute cette structure-là, -là, c'est vraiment l'équivalent dans notre CIUS et ministère de la Santé. Donc, plus globalement, on a un service performance statistique qui est appelé par son petit nom PerfoCentre. Donc, il y a vraiment la gestion comme telle des données, de l'utilisation, de l'accès. Comment on va déployer cette offre de service-là? Ben, par la diffusion de données, de rapports, de tableaux de bord. Je vais montrer quelques exemples. On a un portail de suivi. Ensuite, on a une offre de service plus en lien avec l'analyse de trajectoire de clientèle, de suivi, de soutien à la prise de décision. Et les deux derniers volets importants, donc développement d'outils de suivi de gestion. Je vais revenir un peu sur les centres de commandement plus loin dans la présentation, c'en est un. Et accompagnement de la du volet réduction de compte, qui peut-être est moins important ici, mais tout ce qui concerne les rapports de fin d'année, trimestriels, les visites d'inspection de n'importe quel organisme accréditeur.
Donc, toute cette préparation-là de pétition. On a le deuxième volet qui est nouveau, qui est en déploiement actuellement, qui est le volet gouvernance de données et protection des renseignements personnels. Donc, tout le volet plus encadrement organisationnel des données et encadrement législatif. Dans le volet gouvernance de données, et on est vraiment au début, il y a quelques initiatives qui sont en train de se déployer, mais principalement, on est dans l'analyse de la maturité organisationnelle. Donc, c'est un travail qu'on est en train de faire avec différentes directions et aussi les centres de recherche là, qui vont être partie prenante. Et le deuxième mandat qui est la protection des renseignements personnels. Donc, vous êtes sûrement tous très au courant de la fameuse notification à la loi sur l'accès, donc la loi 25, donc tout ce qui a été redéfini dans la loi, puis transformé pour avoir accès aux données du réseau de la santé ou de n'importe quel établissement public. Donc, c'est aussi les DQP qui ont le rôle d'assurer la mise en place de ces mécanismes-là, puis de coordonner là, toutes les activités de protection des renseignements personnels. Voilà, incluant toutes les FDP, les analyses de facteurs, la vie privée, là, que vous êtes sûrement familier, puisque en recherche, il va y en avoir aussi. Donc, ben, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de données, donc de vous dire que notre but premier à mon équipe, c'est vraiment de valoriser cette information-là qu'on a. Parce que comme CIUS, on repose sur des centaines et des centaines de systèmes d'information, de bases de données qui sont utilisées à travers les opérations, autant ici au Douglas que dans les cliniques externes, que dans les CLSC, dans nos autres hôpitaux, puis qui regorgent d'informations sur les patients qui sont souvent très peu utilisées. Donc, notre objectif, c'est vraiment de valoriser et ces données-là à l'interne, mais aussi à l'externe, et permettre justement la recherche, l'innovation, puis la transformation des pratiques, des soins cliniques, puis de l'organisation. Fait que je faisais juste remettre une image que j'aime bien, mais tu sais, c'est de dire vraiment qu'on peut prendre tout ce qui est stocké chez nous, qui est endormi dans des serveurs obscurs à gauche et à droite, puis le ramener, puis essayer de faire quelque chose, faire parler cette information-là, puis la transformer en connaissance et en information utile pour chacun. Donc, il y a aussi, vous savez, on est un CIUS avec un mandat universitaire. Donc, on travaille étroitement avec la DAWER ainsi que les centres de recherche, comme le centre de recherche du GLAS, à essayer d'aller plus loin aussi avec nos données. Donc, de ne pas juste les utiliser dans nos opérations, mais de les utiliser dans vos fonctions d'enseignement, vos fonctions de recherche, les fonctions d'innovation, puis de mettre ça de l'avant. C'est important aussi je le dis souvent dans nos rencontres, mais comme CIUS, on a vraiment un mandat universitaire. Donc, c'est dans mon mandat de vous aider, de vous soutenir, puis de vous appuyer à utiliser cette information-là pour faire des projets, pour utiliser dans l'enseignement, dans la recherche. Donc, comment ça a démarré au CIUS? Mais avec la création des CIUS en 2015, c'est vraiment là que les établissements de santé se sont plus organisés dans leur gestion de données, dans dans l'utilisation, en fait, de tout ce potentiel. Il y avait quelques initiatives à gauche, à droite avant les fusions, avant 2015, mais c'était quand même très limité. Et puis, je pense que chaque petit établissement n'avait peut-être pas assez de ressources pour être capable de bien exploiter ces données. Donc, ça a vraiment commencé en 2015. Nous, de notre côté, avec le Douglas, qui avait déjà une certaine infrastructure, c'est vraiment cette infrastructure-là qui a permis de bâtir tout ce qui est devenu après l'infrastructure CIUS qui touche l'ensemble de nos établissements. C'est sûr que dans les premières années, ça a été beaucoup de gestion d'accès puis de gestion de connexion à tous ces serveurs et à tous ces outils-là. On était 8 entités qui se sont fusionnées en 2015, donc 8 niveaux d'infrastructure technologique différents, 8 types de fonctionnement différents. Donc, c'est vraiment, les premières années ont vraiment servi juste à
croiser toute cette information-là puis à la ramener dans un même endroit où on a vraiment développé des entrepôts de données et des lacs de données vraiment propres au CIUS, puis développés pour être capable d'être accessibles dans toutes nos infrastructures, donc autant ici Douglas que dans toutes nos autres installations. Puis évidemment, bien, une fois que ça a été fait, on s'est penché plus sur le volet diffusion. Donc, on produisait déjà beaucoup d'informations, donc on a voulu travailler sur le volet diffusion, rendre cette information-là disponible. C'est là a été développé le portail de celui de la performance, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est notre plateforme centralisée. Puis, depuis ça, ben, on a fait beaucoup d'autres éléments en place, mais je vais en parler plus tard, fait que je vais poursuivre sur ça. Dans le fond, ce que je veux vous parler un petit peu plus aujourd'hui, c'est vraiment des données, de notre structure de données, puis comment on fonctionne à travers le CIUS. Donc, on a sur la diapo que vous voyez devant vous, on a séparé tous nos processus de transformation de données, en fait, de collecte de données à partir de l'application système source jusqu'à le volet présentation ou diffusion de l'information. Donc, c'est un peu ces éléments-là aujourd'hui qui vont constituer le cœur de ma présentation que je vais vous présenter. Donc, dans le fond, je vais vous parler un peu de chaque volet de transformation. Donc, ça se lit de gauche à droite. Donc, on part des activités cliniques qui saisissent de l'information et on s'en va jusqu'à la diffusion de rapports, à la diffusion de données pour la recherche, des projets de recherche, à la publication d'informations en ligne au centre de coordination et de commandement que je vous montrerai tantôt. Premier volet de ces données, dans le fond, on a deux types d'informations dans notre environnement technologique. On a nos données clinico-administratives, donc tout ce qui concerne les activités cliniques, les patients, les interventions, ont leur trajectoire, leurs conditions médicales, comorbidité, diagnostic, etc. Puis, on a le volet plus administratif aussi, donc plus touchant le personnel, donc les données sur les payes, les RH, les finances, la logistique, les achats de matériel, la pharmacie, les médicaments, les garderies, le kilogramme de linge sale, etc. Donc, tout le volet plus administratif qui est peut-être moins clinique. Dans le fond, juste avant de poursuivre, je vais vous parler de transformation, je vais vous parler aussi de contrôle qualité, mais c'est important aussi de se ramener que la base de la qualité de notre information puis de la qualité des indicateurs après qui peuvent être mettre ou des hypothèses que vous pouvez formuler en termes de recherche, ça part de la saisie aussi. Donc, si on n'a pas de l'information, si on n'a pas de la bonne information à la source, ben, on s'entend qu'on pourrait faire tous les mécanismes de contrôle qualité. Par la suite, ça ne fera pas que l'information en devient meilleure si elle n'était pas bonne à la source. Puis, juste un petit exemple rapide qu'on voulait vous montrer d'une trajectoire. En fait, ce qui a apporté aussi le CIUS, c'est d'être capable de construire des trajectoires beaucoup plus grandes que ce qu'on pouvait faire avant en termes d'installation. Si vous voyez à l'écran un exemple, donc, de connaître les usagers qui sont suivis ici en clinique externe, dans vos différentes cliniques externes, d'être capable de les identifier quand ils arrivent à l'urgence, donc d'adapter peut-être le soin qui va lui être donné à l'urgence parce que vous savez que cette personne-là vient d'une clinique externe. Ensuite, d'être capable de transformer ça aussi en prise de décision pour un patient hospitalisé, donc de savoir que, OK, il est aux soins intensifs actuellement, mais on sait qu'il est dans une clinique externe ailleurs, puis on sait qu'il va pouvoir avoir des soins complémentaires, donc peut-être que ça va changer votre parcours de soins, votre parcours de clientèle. Puis, on peut même rajouter à ceux-là le nouveau CHSLD en santé mentale des Berges qui a été mis en place dans les dernières années. Donc,
avec celui aussi de faire le lien justement avec l'épisode plus long terme d'hébergement en santé mentale. Donc, d'être capable vraiment de vous donner des données, de l'information sur une trajectoire assez complète, ou en tout cas plus complète que ce qu'on a pu faire par le passé. Je vais donner des exemples avec le Douglas, mais je pourrais rajouter aussi à ça les services en santé mentale, première ligne en CLSC. Je pourrais rajouter à ça une personne qui aurait été dans l'ouest de l'île, hospitalisée en santé mentale à Lakeshore. Je pourrais rajouter à ça, après ça, une personne où finalement il y a eu un signalement pour son enfant à la DPJ, à Batchup pour X, Y, Z raison. Donc, on est vraiment capable d'utiliser l'information CIUS pour permettre d'avoir des vues vraiment plus intéressantes pour faire des projets d'amélioration, des projets de recherche ou de développement. Dans le fond, en termes de sources de données, qu'est-ce qu'on a rapidement pour vous montrer? On a à peu près dans nos entrepôts actuellement 3 millions de patients différents, un nombre gigantesque de tables structurées là, dans notre inventaire. Mais surtout, le point intéressant, c'est 24 systèmes d'information. Donc, 24 systèmes d'information qui sont les systèmes que vous connaissez, exemple Clinibase pour vos cliniques externes ou la mission ou SIURGE à l'urgence, mais aussi des systèmes plus spécifiques comme Radimage pour l'imagerie médicale, comme SoftLab pour les laboratoires, les tests de laboratoire, GESPOR, la pharmacie, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment une variété de systèmes qui sont intégrés. Puis, je dirais que c'est vraiment une petite partie des systèmes qui sont intégrés. Parce que pour de capacité, on travaille vraiment à intégrer les systèmes qui nous sont demandés, donc en fonction des besoins, mais à chaque année, on en rajoute. Il y en a qui sont en préparation de se rajouter aussi prochainement. Donc, on travaille à développer ça en fonction des besoins. Donc, même si vous ne retrouvez pas un système d'information que vous connaissez dans ceux-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous soutenir. Donc, on va vraiment travailler à les intégrer. On va sûrement rajouter bientôt des choses plus en lien avec l'oncologie, en lien avec les rapports d'incidents et accidents aussi. Donc, tout un travail qui va être fait pour essayer d'augmenter justement la pertinence là, des données qui vous sont rendues disponibles. Ma présentation vous sera aussi sûrement partagée par le centre de recherche, mais j'avais, dans le fond, mis encore plus en évidence sur les systèmes qui s'appliquent à l'Institut, si jamais vous cherchez spécifiquement ceux-là. Je ne passerai pas plus en détail faute de temps, mais la diapo est disponible. Vous allez pouvoir consulter par la suite. Donc, une fois qu'on a dans le fond, une fois que l'information a été saisie dans les systèmes, une fois qu'on a établi c'est quoi les systèmes d'information qui sont disponibles dans le CIUS et lesquels on va aller chercher. Après, nous, on va transformer, on va rapatrier, dans le fond, toute cette information-là sur nos serveurs, sur nos entrepôts de données et pour la transformer puis pour vous la rendre disponible sous différents formats. Donc, pour vous donner une idée, la grande majorité des transferts qu'on fait, de l'information qui est transférée, est faite quotidiennement. Donc, c'est notre... habituellement, dans la majorité des projets qu'on fait, on n'a pas besoin d'avoir plus de mises à jour qu'une fois par jour. Donc, c'est durant la nuit que nos processus de transfert sont faits. Il faut savoir que le réseau de la santé a encore des enjeux technologiques importants. Donc, on doit utiliser des périodes de temps où le réseau est moins surchargé pour faire ces transferts-là. Vous savez, c'est ça. On avance en technologie, mais on a encore des grands pas à faire. En fonction des besoins, bien, il y a quelques systèmes d'information qui sont soit plus rapides, soit moins rapides, tout dépendamment des enjeux techniques qu'ils comportent et tout ça. Actuellement, on a 5 à 10 ans d'historique qu'on conserve, tout dépendant du système d'information. C'est appelé à évoluer,
Et ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas nous demander des projets de recherche sur 15 ans, 20 ans, puis retourner plus loin dans l'arrière. On va faire des processus particuliers, mais pour le moment, on conserve 5 à 10 ans historique. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, de plus fiable. C'est sûr que plus on recule, plus on a des chances aussi qu'il y a eu des changements dans les façons de saisir, puis qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été documentées, qui n'ont pas été suivies. Donc, des fois, si les équipes cliniques ont fait des changements de façon de faire, si on remonte à plus loin que 2015, mais ça ne veut pas dire que on était au courant et tout ça. Donc, des fois, l'information, la qualité de la donnée pour vous pourrait être. Donc, une fois, dans le fond, fait que tous ces rafraîchissements-là sont intégrés dans nos serveurs, des transformations sont faites, des opérations de contrôle qualité, comme aller valider des champs, aller s'assurer qu'on n'a pas de valeur vide à certains endroits, hein, etc. Donc, il y a une série de mécanismes de contrôle qualité qui sont implémentés directement dans nos serveurs et entrepôts pour travailler les données pour avoir un produit final plus intéressant et plus conforme à ce qui est attendu. Donc, une fois que ça s'est apporté, nous, il va être transformé et découpé en différents types d'entrepôts. Donc, des entrepôts par sujet, il va y avoir des transformations par sujet, et un volet de métadonnées, un volet de données de référence. Donc, il va y avoir vraiment comme une structuration de nos données qui sont faites pour terminer en espace de travail pour notre équipe. Donc, pour qu'on soit capable après ça de répondre aux demandes de recherche ou aux demandes de clinique quand on a des projets d'optimisation à faire. Donc, ces projets-là, donc, c'est une fois que cette transformation-là est faite, là, évidemment, on arrive à notre étape présentation. Donc, on a différentes façons de faire, de partager l'information. Ça inclut avec vous centre de recherche. Donc, il y a certains chercheurs, avec qui on a déjà fait des projets. Donc, on travaille l'information avec eux là, pour leur donner dans un format qui va être pertinent pour eux. Sinon, ben, on a tous les outils du CIUS plus basés pour la qualité des soins, l'expérience patient, le suivi d'indicateurs, de processus qui sont plus vraiment dans les opérations cliniques, si je peux le dire ainsi. Donc, la grande majorité passe par le portail. Il y a certains qui ont des volets par courriel, le volet centre de commandement que je vais parler plus tard un petit peu aussi. Donc, actuellement, notre plateforme principale, c'est le portail de suivi de la performance, environ 150 rapports, environ 100 outils Power BI séparés en différentes catégories pour essayer de faciliter justement l'utilisation au niveau clinique. C'est vraiment une démarche évolutive dans notre valorisation des données, dans le sens où on fait beaucoup d'adaptations, de changements et d'évolutions au fur et à mesure qu'on développe des projets, au fur et à mesure qu'il y a des besoins cliniques ou de recherche qui émergent. Et on travaille vraiment aussi à optimiser l'expérience utilisateur. C'est pour ça que depuis les dernières années, il y a eu beaucoup de changements, puis il y a eu beaucoup d'évolutions pour ceux qui l'ont déjà consulté à plusieurs reprises. Mais l'objectif, c'est vraiment de centraliser tous les éléments qu'on a, puis tous les outils qu'on peut rendre disponibles, puis centraliser aussi la façon que vous pouvez faire des demandes aussi vers chez nous. Il faut savoir qu'on reçoit entre 50 et 60 demandes à toutes les semaines. Donc, c'est quand même un gros volume de traitement qu'on a à réaliser. Et puis, c'est pour ça qu'on essaie vraiment de garder le portail comme notre outil central et notre plateforme de suivi. Ensuite, ben, on voulait vous mettre quelques exemples de contenu
Donc, on a vraiment un volet qui est plus soutien aux opérations, soutien aux activités cliniques, peut-être que je devrais dire. Donc, exemple des listes de patients en fonction de X, Y, Z caractéristiques, le jour même ou avant, donc pour permettre aux cliniciens de savoir, OK, c'est quoi la lourdeur de leur clientèle qu'ils ont présentement sur leur unité de soins, c'est quoi le type de diagnostics qui sont en cours, etc. Donc, vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Puis, on a un volet plus statistique aussi, donc pour plus à haut niveau, donc savoir c'est quoi actuellement le taux d'occupation de l'urgence, le taux d'occupation des unités de soins, est-ce qu'il y a beaucoup de clientèle de 75 ans et plus, est-ce qu'il y a beaucoup de clientèle qui sont connues du SAD, du soutien à domicile dans nos urgences, etc. Donc, des outils vraiment plus à haut niveau pour prendre des décisions, puis des fois décider, ben, OK, on a besoin d'envoyer du renfort à telle équipe pendant la journée, ou on a un enjeu plus particulier dans tel autre secteur, donc on va agir. C'est notre volet plus soutien aux opérations assez live, donc c'est les rapports qui sont le mise à jour, la fréquence de mise à jour est la plus élevée. Puis, on a après ça tout le volet suivi de la performance, donc des rapports plus périodiques ou mensuels sur, encore là, des indicateurs qui peuvent être exemples des tableaux de bord d'unité. Ici, à Douglas, il y en a beaucoup, donc sur la clientèle qui va traverser une unité pendant une période donnée et l'évolution de ses caractéristiques de comorbidité ou de santé. Puis, on a d'autres volets plus généraux, comme exemple ici, un rapport sur l'hygiène des mains, donc pour des programmes spécifiques sur l'hygiène des mains, il y a des audits qui sont faits sur les unités de soins, les cliniques. Donc, il y a des rapports comme ça qui permettent de consulter là, des, des résultats plus à long terme. Vous l'avez vu sûrement beaucoup dans les médias sociaux. On en a fait beaucoup la promotion, donc la mise en place de centres de coordination de commandement. Il y en a deux actuellement. Il y en a un à Lakeshore, la photo du bas pour les curieux, puis un ici à Douglas, la photo du haut. Dans le fond, on est en train d'en préparer un troisième là, pour St. Mary's qui sera déployé sous peu. Donc, l'objectif de ces centres-là, c'était vraiment de rassembler dans un même endroit des données qui vont parler aux cliniciens puis aux gestionnaires, aux cliniciens, sous une forme de trajectoire puis sous une forme de flux des activités. Donc, d'être capable d'avoir une rencontre dans cette salle-là, puis d'avoir tout autour de soi la vue de qu'est-ce qui se passe présentement au Douglas en santé mentale. C'est quoi mes boulots? C'est quoi la clientèle, par exemple, qui est le plus, qui est le plus présente actuellement? Est-ce que j'ai plus de 75 ans et plus? Je ne sais pas. T'sais. Donc, d'être capable de prendre des décisions avec ces indicateurs-là sur le flux en quotidien. Donc, c'est de l'information qui est mise à jour aux 5 minutes. Donc, les écrans sont toujours en fait rafraîchis. Et ça permet vraiment d'avoir les animations, des rencontres de coordination des activités à tous les jours dans ces lieux-là. Donc, de prendre la décision, est-ce que j'envoie un patient à tel endroit? Est-ce qu'un autre clinique est moins chargé, pourrait peut-être aider à prendre un autre patient à ce moment-là? Est-ce que j'ouvre un lit supplémentaire parce que je dois libérer de la place à l'urgence parce qu'il y a trop de monde? Est-ce que je ferme un lit parce que la situation va bien et que finalement on est capable de mettre le contrôle? C'est vraiment d'améliorer le flux de patients en anticipant un peu les activités, puis de favoriser la collaboration entre les équipes. Parce que, dans le fond, on, on le voit juste en affichant l'information puis en donnant le même portrait à tout le monde. Ça permet d'avoir une conversation qui est plus objective, qui peut être plus sur les besoins cliniques des équipes actuellement, les besoins des opérations actuellement, et non pas juste sur des hypothèses ou
des sentiments de moi, je trouve que l'urgence est vraiment, vraiment très occupée, mais je ne sais pas qu'est-ce que mon collègue en soins intensifs, par exemple, vit ou a comme niveau d'occupation. Fait que ça permet de faciliter cette collaboration puis d'amener cette prise de conscience-là un peu de tous les intervenants, autant médicaux que professionnels, puis de leur donner vraiment le même portrait en même temps pour faire leur constat et prendre leurs décisions. Euh, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ici, si jamais, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont visité, mais elle est située au Reed, au pavillon Reed, au deuxième étage. Euh, donc, ben, sinon, après, ben, il y a beaucoup de données aussi qu'on produit qui sont utilisées dans la recherche. Je passerai rapidement des exemples de projets, notamment ici au centre de recherche, qui ont utilisé nos données pour aller plus au volet contrôle qualité. Donc, on met en place, quand on travaille nos données, on met en place une série de mécanismes, certains automatisés, certains avec des personnes de l'équipe qui y travaillent, mais on va chercher vraiment à travailler notre contrôle de qualité sous 4 angles principaux. Donc, valider nos sources de données, avoir des protocoles d'extraction standards, faire des comparaisons dans nos extractions. Donc, on a beaucoup d'outils de comparaison pour assurer de la cohérence, de l'exactitude, tout ça. Puis, bon, d'utilisation après ça de fichiers sécurisés. Fait que c'est vraiment, puis vous avez un exemple de checklist que l'équipe va utiliser. Mais on travaille vraiment différents aspects de la qualité pour essayer offrir le meilleur produit. Mais je recommence avec ce que j'ai dit au début. C'est une chaîne, la transformation des données. Donc, si notre chaîne, notre enjeu est à la saisie, quand même qu'on a fait toute la chaîne puis qu'on a travaillé tous les processus de qualité des données, ça reste qu'il peut y avoir des enjeux dans l'information pareil. Ensuite, ben, finalement, puisque je vais vous laisser le temps de questions. Rapidement, processus pour avoir accès aux données. Vous l'avez donc à gauche si vous allez avec une approbation là, du CER. Donc, quand vous voulez faire un papier de recherche officiel, formel, tout ça, c'est la procédure à gauche, donc avec le CER, l'examen de convenance et tout ça. Mais on offre aussi là, vraiment un processus d'accompagnement. Donc, si vous n'êtes pas rendu à vous positionner pour faire une demande au CR ou à faire une publication, mais que vous voulez juste explorer, vous avez une question en tête, est-ce qu'on pense qu'on est capable d'avoir des données pour vous soutenir et pour vous utiliser? Donc, c'est possible aussi que vous nous contactez. Là, on offre du soutien, on travaille beaucoup en collaboration aussi avec le centre de recherche pour développer de nouveaux outils qui vont venir, mais on le fait déjà, là, donc il y a déjà des chercheurs qui nous approchent et qu'on soutient, donc n'hésitez pas à le faire. Vous aurez les coordonnées sont là, donc vous pourrez aller suivre par la suite. Ce qui s'en vient, nous, de notre côté, ben, j'ai parlé un petit peu tantôt de l'aspect gouvernance, donc c'est sûr que tout ce volet-là est en train de se travailler puis de se déployer et qu'il y aura sûrement des changements de notre infrastructure aussi pour la bonifier puis pour soutenir là, justement toutes les transformations numériques qui sont en train de se faire dans le réseau. Mais on souhaite aussi rehausser là, toutes nos capacités pour aider à travailler un volet prédictif aussi basé là, sur les modèles de sciences de données. Donc, évidemment, on va travailler de collaboration avec vous aussi beaucoup sur ces volets-là, mais on veut vraiment que notre architecture, notre capacité en termes de données, de ce qu'on soit capable de vous fournir, c'est que vous puissiez l'utiliser dans des modèles que vous voudrez mettre en place et développer. On travaille aussi sur le côté infrastructure néagique de notre côté. Actuellement, c'est encore du serveur local, mais il y a des réflexions
pour nous transférer dans le nuagique, justement pour faciliter tout le partage d'informations, les projets, les mécanismes de sécurité et tout ça. Et aussi un projet à venir qui est fait en étroite collaboration avec le centre de recherche, donc tout un dictionnaire de données qu'on est en train de préparer. Donc, dans le but justement d'aider à la découvrabilité des données. Donc, avec l'information comme les noms des variables, les descriptions, les sources, etc., mais pour vous aider et à identifier l'information qui peut vous être utile et qui peut être utilisée dans vos projets de recherche. Donc, avec ça, je pense que ça conclurait pas mal ma présentation. Donc, Merci beaucoup, Pierre. C'est vraiment bien d'avoir une vision d'ensemble de comment fonctionner. Du point de vue du chercheur, c'est vraiment bien d'entendre que un de vos mandats, de vos missions, c'est de soutenir la recherche. Et après de voir le travail avec toi, avec Kim, avec toutes vos équipes, je peux dire que c'est pas juste quelque chose dans les papiers, c'est vraiment un esprit concret de nous aider à accéder les données. On est vraiment très content et très chanceux de pouvoir travailler avec tous. Merci Pierre. Euh, je voulais savoir par rapport les infrastructures que vous allez déployer pour tout ce qui est prédictif. Est-ce que c'est quelque chose à planifier ou il y a déjà quelque chose actuellement? c'est un volet à planifier. OK. C'est un volet en réflexion. On a déjà mis en place un comité de gouvernance dont un représentant du centre de recherche fait partie. C'est le docteur Durecki, mais je pense que ça va être Martin maintenant, ouais. Donc, dont Martin fait partie. Donc, on est en réflexion, mais il y a un comité de gouvernance qui a été mis en place, mais on a eu une seule première rencontre encore, donc c'est vraiment plus. Et la même chose pour l'info nuagique, c'est aussi dans les plans, quoi. Oui, Ouais. oui, ça c'est peut-être un peu plus avancé. On va probablement faire cette étape-là plus rapidement. En fait, c'est que ça dépend plus du plan de transformation numérique et de d'autres volets avec la direction de l'informatique. Mais ça, il y a peut-être que ça risque d'arriver avant ou en parallèle. Mais ça, c'est un peu plus. Merci. Première chose, merci beaucoup Pierre pour la présentation aujourd'hui. C'est très, très apprécié là, de voir ça. Comme je disais, pour reprendre les propos de Massy, ben, ça rend ça encore plus tangible là, de voir ces différents éléments-là. Juste une question, en fait, concernant les différents systèmes, il y a certains trucs, mettons, qui sont plus provinciaux, comme, mettons, Optilab. Puis comment ça fonctionne un peu le lien entre vos systèmes à vous et quelque chose de centralisé comme Optilab? Et comment il y a une recherche possible de ce type de données? Je vais séparer ta question en deux. Je vais prendre systèmes provinciaux puis Optilab en deux volets. Donc, systèmes provinciaux, habituellement, en tout cas, le ministère travaille pour la plupart à donner des accès aux établissements. Donc, pour certains d'entre eux, comme ACIPA, comme le CIS, comme SPAD et autres systèmes d'information, on est vraiment en train d'avoir accès à ce système-là, principalement par le biais de services web où le ministère nous rend disponible nos données dessus. Fait que c'est la vision du ministère aussi de poursuivre dans cette transformation-là. Donc, tous les systèmes ministériels qui sont en train de développer, ou si ce n'est pas déjà fait, ou ils sont en train de le faire, de donner des façons là, de donner accès aux établissements à ces données-là, puis après ça, on peut justement les rendre disponibles. Pour le volet Optilab, spécifiquement Notius, aussi, ça va être la même chose. En fait, l'enjeu qu'on a actuellement, c'est que les systèmes de Optilab, dans notre grappe, nous, on est dans la grappe CUSUM, donc dans la grappe CUSUM, sont vraiment en, en retard et vieux. Ils sont en train de faire les mises à jour. Ils sont en train de faire, en fait, c'est même pas des mises à jour, c'est carrément un changement de système. C'est en train de se faire. Donc, j'ai toujours espoir que d'ici la prochaine année,
on puisse avoir un accès plus facile aux données. Mais actuellement, c'est tellement fragile que même eux ne font pas d'interrogation de bases de données parce qu'ils ont peur que ça crash. Oui, merci. Donc c'est ça. Fait que, c'est la même, je dirais, c'est la même réponse pour Optilab. Fait que l'objectif, c'est de l'avoir, puis qu'on va pouvoir l'avoir, mais actuellement, spécifiquement dans notre situation propre, Euh, Si on pense dans 10 ans, de quoi est-ce que ça va ressembler le système d'information des données du CIUS? C'est peut-être un espoir. ben, écoute, dans 10 ans, j'espère que, premièrement, qu'il y en aura beaucoup qui vont avoir changé, parce que je pense qu'on est à la traîne qui est dans notre site sur les nouvelles technologies. Je pense que on a commencé à avoir dans les nouveaux systèmes des plus de volets de, je ne sais pas le bon mot, de personnalisation aussi pour les gens du clinique pour euh, utiliser ces systèmes-là à d'autres clients puis à d'autres volets, comme des projets d'amélioration, puis des volets de qualité. Puis je pense que ça, pour moi, je trouve que ça va euh, être intéressant, particulièrement pour tout le volet de recherche, de pouvoir dire, ben, on a un système d'information déjà en place, ben, on est capable de créer un module à côté de réalité virtuelle, par exemple, un module à côté de notre clinique pour un enjeu YZ, de contact avec le client, d'échange avec le client, hein, puis de les intégrer vraiment dans les outils. Je pense que c'est ça qui nous manque actuellement, ou quand on essaie de faire de l'interopérabilité, quand vous voulez, et monter des projets, ben c'est soit vous utilisez ce qu'on a déjà, qui est rarement paramétrable, soit vous développez quelque chose à côté. Je pense que ça, ce volet-là, on en a eu un exemple, mais je pense que d'ici 10 ans, j'ai espoir que ça émerge beaucoup parce qu'il n'y a pas juste la recherche qui a des besoins particuliers, mais aussi dans le volet opération, on en retrouve énormément aussi de volets particuliers où on va vouloir travailler sur des processus cliniques ou des problématiques, des trajectoires cliniques vraiment plus précises, puis que l'information que nos systèmes ont actuellement ne sera pas complète parce qu'on va vouloir y attacher des infirmières spécialisées praticiennes, on va vouloir attacher différents types de médecins, différents types de spécialistes autour de ça. On va voir qu'eux aussi puissent s'échanger de l'information, puis se partager. Et, moi, je crois beaucoup à ce volet-là, puis je pense que justement, avec le développement de toutes les branches d'intelligence artificielle, elles et autres, ben, ça va nous permettre de pousser encore plus loin, hein, tout ce qu'on est en train de faire autant avec nos projets de recherche que ce qu'on fait à l'interne. Dans le développement de ce qu'on a fait autour des centres de commandement actuellement, hein, ça s'est fait parce on avait on a une bonne équipe et on est bien développé, donc on est capable de réagir rapidement. Mais j'ai vraiment espoir que dans quelques années, on va être capable de créer ce genre d'environnement-là pour des problématiques cliniques vraiment bien précises. De se dire, si on a un jour, je ne le souhaite pas, mais si on a un jour une autre pandémie ou un autre épidémie, d'un problème quelconque qui arrive, puis de dire, ben, on peut, OK, il y a un problème de santé X qui arrive, on est capable de mobiliser une équipe rapidement, puis de leur donner des outils rapidement, puis de les structurer, puis qu'ils soient capables d'agir rapidement, d'implanter un nouveau protocole de recherche rapidement, d'implanter des nouveaux mécanismes, comparativement à tout ce qu'on a eu avec COVID qui était assez ardu. J'ai espoir qu'on ne s'en pas dans cette direction-là où on va faire preuve de beaucoup plus d'agilité dans notre utilisation de l'information de la donnée. En tout cas, c'est très prometteur. Aussi, toutes les améliorations comme le point de vue administratif, la gestion clinique, devront peut-être être évaluées du point de vue de la recherche. Donc, ce sont des volets qui vont
exactement. Il y a un gros apport que vous allez pouvoir amener, tu sais, dans tout ce on est en train de faire actuellement, autant même le centre de commandement, puis tout ça, il y a sûrement beaucoup de recherches autour de ça sur les bénéfices que ça va apporter, cette amélioration-là de la multidisciplinarité, puis du travail concerté, puis du travail pluridisciplinaire. Donc, tu sais, il y a sûrement un gros volet aussi que vous allez pouvoir apporter là-dedans. Donc, si on est capable de vous rendre puis de déployer des outils de données, des données, point, aussi rapidement qu'on est capable de le faire avec les volets pour le centre de commandement, tout ça. Et ça va vous permettre de donner une rétroaction puis de mettre en place des protocoles tests ou autres rapidement. Puis autant, comme tu disais, autant du volet administratif juste dans la coordination des soins. Merci beaucoup, Pierre, pour la présentation. Puis, comme Massy Martin nous a dit, je pense que c'est vraiment prometteur. Je pense qu'on a beaucoup de collaborations qui vont venir entre nous. Ouais. La petite question par rapport au centre de commandement, les décisions qui sont prises là, est-ce qu'ils sont pris par rapport est-ce qu'ils sont aidés par des logiciels, est-ce qu'ils sont aidés par des algorithmes, ou c'est vraiment comme quand on voit qu'il y a un espace ici, puis il y a plus cet espace-là, on va rediriger une patient vers une autre clinique, vers un autre lit, ou c'est vraiment quelque chose qui a une recommandation qui est faite automatiquement par rapport à la décision, par rapport comme la situation actuelle parmi les cliniques ou dans l'hôpital. Ça serait une version 2 qu'on pourrait travailler ensemble, Parfait. alors. Mais non, actuellement, on n'a pas. Puis, il y a un autre exemple ici au Québec, à Montréal, le Jewish aussi, qui ont été les premiers à mettre en place ce type d'organisation-là. Euh, eux l'ont fait pour un projet, juste des prédictions d'admission au niveau de l'urgence. Nous, on a choisi de ne pas encore le faire. On sentait qu'on n'était pas rendu encore là, le niveau clinique n'était pas rendu encore là, mais est-ce que ça a changé à tout moment? Absolument. Et tu sais, je pense qu'il y a d'autres installations, tu sais, comme Humber River à Toronto, ou d'autres organisations qui ont vraiment poussé cette logique-là d'algorithme et tout ça derrière la prise de décision autant administrative que clinique vraiment plus avancée. Fait que pour moi, clairement, on s'en va par là. Puis ça va être vous qui allez nous aider à faire ça puis à mettre ce volet-là en place. Là. Totalement. Fait que, ouais. Go pour un projet de recherche. Non, mais moi, c'est vraiment comme low-hanging fruit. Yeah. C'est vraiment quelque chose qui ça peut pas être trop difficile d'implémenter, ça peut avoir un impact énorme. Mais pour la trajectoire, par exemple, d'un patient, on pourrait le suivre à l'intérieur de Nautilus, mais quand il sort de Nautilus, est-ce qu'il y aura moyen de poursuivre le suivi? La réponse est complexe. Je dirais que ça dépend quoi exactement. Pour la recherche. Ouais, ça dépend quel volet. Actuellement, je dirais qu'on se limite vraiment aux données du CIUS. Mais il y a des projets qui commencent à être regardés avec le ministère, comment on pourrait justement décloisonner l'information et être capable de l'utiliser. Puis les réponses ne sont pas encore là. Je ne peux pas te donner de réponse complète, mais l'enjeu, c'est beaucoup l'aspect législatif et protection des renseignements personnels. Mais si j'avais à te dire, le projet qui est le plus avancé, mais qui n'a pas encore été autorisé, le projet qui est le plus avancé, c'est avec les salles d'urgence, justement, en lien avec le soin à domicile. Donc, d'être capable de savoir si ton patient, à l'urgence, a un suivi en soins à domicile dans un CLSC. Donc, évidemment, particulièrement pour Montréal, les territoires, tu restes dans un territoire, puis l'autre territoire, c'est
l'autre CIUS, c'est la rue à côté, puis tu vas à l'hôpital à la rue à côté parce que c'est beaucoup plus proche de toi. Fait que tu te ramasses dans l'autre CIUS. Fait que c'est sûr que c'est particulièrement problématique parce que l'information n'est pas transférée, tout ça. Fait qu'il y a des avenues que le ministère travaille, qui est au niveau juriste actuellement pour voir comment décloisonner cette information-là. Mais je pense que ce qui va nous aider beaucoup là-dessus, c'est ben, et là, ce n'est pas encore adopté, fait que je ne veux pas dire que je ne veux pas être l'annonceur de quoi que ce soit, mais s'il y a vraiment Santé Québec et euh, avec ce qu'on entend, puis ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de Santé Québec, si c'est vraiment ça qui est adopté, ben ça justement pourrait vraiment permettre un décloisonnement de l'information, puis permettre d'aller plus loin de ce côté-là. Mais c'est pas adapté, on ne sait pas si le projet doit être comme ce qu'on a vu, puis ce qu'on nous a parlé dans des rencontres, fait que je ne veux pas m'avancer. Mais c'est sûr que ce volet-là nous aiderait beaucoup. T'sais. Puis là, je donne l'exemple de ça, de soins à domicile et d'urgence, mais il y a dans plein d'autres initiatives que ce serait utile d'avoir l'information. Très bonne question. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Merci encore d'être venu ici et de nous présenter ça. Plaisir de continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup. Puis vraiment, n'hésitez pas à nous interpeller, à nous utiliser. On est là pour vous soutenir. Puis ça nous fait vraiment plaisir de collaborer avec vous dans n'importe quel de vos projets.